Donc bonsoir à toutes et à tous pour cette table ronde qui s'intitule L'univers maritime et portuaire, un monde avec elle. Donc la question de la féminisation des filières maritimes et portuaires semble être un sujet qui perdure dans le temps. Car à ce propos, nous accueillons depuis le 12 mars dernier une exposition qui s'intitule Les oubliés de la mer. Elle a été réalisée par un groupe d'étudiants en DUT Information et Communication à l'université Le Havre-Normandie, qui fait en fait la part belle aux figures féminines qui ont marqué l'histoire dans le passé, mais aussi dans le présent, souvent méconnues au grand public. Et donc, lors d'une discussion avec la marraine de cette exposition, Anne Culler, qui est première vice-amirale femme de la Marine nationale française et que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui avec nous, il nous a semblé important de faire écho à ce projet d'exposition avec une table ronde dédiée aux femmes issues vraiment de l'univers maritime et portuaire. D'un côté, pour faire état un peu de la diversité des métiers qui existent dans cet univers, mais aussi pour recueillir un peu les témoignages de ces femmes, pour donner envie à d'autres jeunes filles de s'engager dans ces filières qui sont nombreuses, qui touchent la mer, qui touchent le port, qui touchent l'industrie portuaire, la logistique. Et donc voilà, nous avons donc aujourd'hui réuni plusieurs femmes autour de cette table ronde. Et de quoi plus efficace que de réunir ou de faire parler ces professionnels à des futurs professionnels pour les motiver. Et je voudrais du coup remercier toutes les personnes et les femmes notamment qui ont répondu présentes pour l'organisation de cette table ronde et les partenaires aussi qui ont contribué à l'organisation, et notamment Vista France, le cluster maritime, l'ENSM, Sciences Po Le Havre et l'université, bien sûr, Le Havre-Normandie. Avant de démarrer notre table ronde, j'ai le plaisir d'introduire Marie-Noëlle Tinet, qui est donc directrice adjointe du cluster maritime et présidente de Vista France. Marie-Noëlle va nous présenter les projets du cluster maritime, notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et avec l'observatoire qui s'appelle Cap sur l'égalité. Donc, Marie-Noëlle, si tu veux bien, la parole est à toi. Je lance juste ton PowerPoint et c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, merci à Greta pour cette invitation au Port Center, effectivement, de me donner l'opportunité de présenter les actions du cluster maritime français. Donc, avant de rentrer dans le détail, je pense que vous ne connaissez pas tous le cluster maritime français. C'est une association professionnelle qui existe depuis 2006 et qui a été créée pour rassembler les acteurs français de l'économie maritime, pour promouvoir l'économie maritime et ses acteurs en France, en Europe et à l'international. On repose sur un plan d'action qui a 3 piliers, donc action de communication auprès notamment des décideurs publics et des décideurs économiques. On a aussi ce dialogue avec les pouvoirs publics, dialogue permanent avec les instances, notamment du ministère de la Mer maintenant, mais le secrétariat général de la mer, avec qui on a aussi un comité France Maritime pour dialoguer et développer l'économie maritime. Et on a aussi une action de développement, de création de synergie entre les différents acteurs. Alors, quels sont ces acteurs? Ces acteurs, notamment du transport maritime, des ports, des pêcheurs, la marine nationale, l'industrie offshore, les énergies marines renouvelables. Donc voilà, tout ce qui est industrie, tout ce qui va être service, les assureurs, les cabinets d'avocats, les courtiers, voilà, tout ce qui aussi vient en service aux armateurs, aux ports. Donc c'est 430 entités membres, donc des PME, des grands groupes, des fédérations sectorielles, des associations. Tous les secteurs de l'économie maritime sont représentés au sein du cluster maritime français. Le cluster, c'est une toute petite équipe qui est basée à Paris, mais qui est très mobile, donc on se déplace très souvent.
D'ailleurs, le président du cluster, Frédéric Moncani de Saint-Aignan, il était au Havre ce matin, mais voilà, évidemment, sinon nos bureaux sont à Paris. Il est également aussi le président de l'école supérieure de marine marchande. Et il a été pilote. Il a fait l'école de la marine marchande, voilà. Et donc moi, je suis la directrice adjointe, et on est dans l'équipe, on est 8 en fait, 8 permanents. Et donc, dans le cadre de ce cluster maritime français qui existe depuis 2006, on a, pour développer et créer des synergies, on a créé des groupes synergies pour faire travailler les différents acteurs sur différentes problématiques, différents enjeux aussi, qui sont évidemment tous liés au monde maritime et aux enjeux maritimes. Et dans les années, je dirais, 2010, on a eu la volonté de créer un groupe synergie qu'on a appelé Cap sur l'égalité professionnelle, qui n'a pas été une affaire facile, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement les femmes. Et pourquoi les femmes dans le monde maritime? Parce qu'effectivement, jusqu'ici, nous sommes minoritaires dans ce secteur. Et donc, ça n'a pas été simple à l'époque de faire admettre au conseil d'administration du cluster qu'il fallait créer ce groupe synergie. On y est arrivé, et on a été d'ailleurs soutenu par plusieurs hommes pour le faire. Mais c'était déjà une initiative prise par Vista à l'époque pour créer ce groupe. Et donc ce groupe s'est créé dans les années, en 2013. Alors, voilà c'est bon. Et je dirais ce groupe Synergie, effectivement, a été installé pour qu'on regarde ce qui pouvait se faire pour, je dirais, féminiser le secteur maritime et aller vers plus d'égalité professionnelle. Donc on l'a appelé Cap sur l'égalité professionnelle. On a mené plusieurs opérations et je vais vous parler que des actions phares en fait. Donc on a créé un observatoire qui s'appelle Cap sur l'égalité professionnelle en 2015 pour mesurer le nombre et l'évolution de la place des femmes dans les entreprises du secteur maritime et promouvoir donc la mixité et l'égalité professionnelle. On a créé aussi depuis un événement dont je vais vous reparler, qui s'appelle les ailes de l'océan. On a créé des fiches bonnes pratiques, dont je vais vous parler également, et je viens de créer un comité d'experts pour accélérer la féminisation de la filière maritime. Alors, si on va un peu plus dans le détail, alors l'observatoire, alors les chiffres, où sont mes chiffres? On va commencer par les fiches. C'est dans ce sens-là que c'est fait. Voilà. On a créé un observatoire qui nous a permis de questionner les entreprises sur justement leurs pratiques en matière de féminisation. Et à partir donc de ces bonnes pratiques, on a pu extraire dans ces enquêtes menées auprès des entreprises. Donc, on a des éléments qui nous ont permis de faire des fiches, que j'ai apportées d'ailleurs, mais que vous voyez là, ici en ligne, sur les thématiques rémunération, recrutement, promotion, gestion de carrière, formation, conciliation, vie privée, vie professionnelle, conditions de travail et communication. Et ces fiches, elles ont été réalisées grâce aussi à un bureau d'études, donc voilà, 8. Elles existent maintenant aussi en anglais et elles ont été traduites en espagnol. Elles ont été envoyées à l'Organisme maritime international également. Et vous pouvez les télécharger en ligne. Les entreprises peuvent les télécharger en ligne, ce qui leur sert d'inspiration aussi pour celles qui n'auraient pas encore mis, créé leur politique justement de mixité, d'égalité homme-femme et de féminisation. Alors, ça c'est le résultat de la dernière enquête, parce que nous avons déjà mené 3 enquêtes depuis 2013. Et vous voyez sur cette slide les 44 entités répondantes. Alors ça peut paraître pas peu, mais comme il y a 430 entités membres, vous voyez que ça fait à peu près 10% des entités membres du cluster qui ont pris le temps de répondre à notre enquête. Donc c'est beaucoup aussi. Parce que je peux vous dire, j'y travaille. Le bureau d'études à qui on a confié cette étude, y travaille longuement. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que ça prend du temps aux entreprises. Voilà. Alors vous pouvez voir quand même, puisque je suis au Havre, que le port du Havre a répondu, le M Normandie a répondu, le NSM a répondu, et bien d'autres encore. Donc, oui.
D'accord. M'entendent bien, entendu. Alors voilà, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les chiffres que donc on a récoltés à travers cet observatoire. Sur les 44 entreprises, donc ça représente plus de 75 000 personnes, dont 16 000 femmes, ce qui représente un taux de 21,5% taux de féminisation pour le secteur maritime. Donc c'est peu, mais on voit bien que ça évolue, puisque vous voyez les chiffres, si on les compare à 2014, 2016, voilà, on évolue lentement, mais on évolue quand même. Ce n'est pas suffisant. Alors, petit point d'attention, en fait, si vous retirez la part en fait, des emplois de navigants, là, on monte à 24%. Hein, évidemment, vous en doutez, dès qu'on parle de navigants, il y a moins de femmes. Là, donc, effectivement, ça fait baisser le taux de féminisation. Mais si on se compare à d'autres secteurs comme l'agriculture, voilà, il y a 25% de taux de féminisation. Alors si on compare avec le taux de féminisation de chefs d'entreprise, tous secteurs confondus, il y en a 31% en France. Et si on compare au taux de féminisation, toutes CSP confondues, c'est 48,6% de taux de féminisation en France. Donc vous voyez que le monde maritime a quand même beaucoup de progrès à faire. Mais l'objectif, c'est vraiment de montrer, d'avoir une photographie de cette filière maritime en France. C'est un constat. Et après, c'est comment on va faire, comment on veut faire pour faire évoluer et faire progresser ce taux de féminisation ensemble avec les entreprises. Donc là, vous voyez aussi, dans les bonnes choses, les 10 entreprises sur 14 qui avaient répondu en 2016 ont un taux de féminisation qui est en hausse. Donc voilà, il y a des points positifs. Vous pouvez regarder effectivement en dessous, on constate que parmi les cadres et les officiers, voilà, il y a plus de 25% de taux de féminisation. Alors, chez les ouvriers, très très peu. Donc voilà des éléments en tout cas intéressants. Ensuite, dans les priorités aussi qui ont été exprimées pour favoriser l'égalité professionnelle, donc en 2021, les entreprises ont déclaré qu'elles cherchaient à agir sur le recrutement, à favoriser la conciliation vie professionnelle, vie privée, et lutter contre la discrimination et optimiser la gestion de carrière. Bon, je ne rentrerai pas plus dans le détail, là. Là, les bonnes pratiques des répondants qui ont été mises en avant dans cet observatoire. Donc, les spécificités de 2020, alors développement du télétravail. Alors ça, c'était avant le confinement. Bon, évidemment, on a tous compris que le télétravail a été devenu la norme pendant le confinement. On n'a pas tellement eu le choix. Mais c'est le côté positif, je dirais aussi, des confinements, c'est qu'on a appris tous à télétravailler et que ça a été accepté de fait par les entreprises. Et je pense que ça, c'est plutôt... moi, je vois ça comme un côté positif pour l'organisation aussi et l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc voilà, là je vous laisse découvrir, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Ensuite, alors, dans les bilans des bonnes pratiques et des freins, voilà, on a noté des points positifs, notamment dans la mise en place de bonnes pratiques, de la réflexion aux actes. Et les entreprises appliquent de plus en plus, je dirais, de politiques quand même pour recruter plus de femmes, pour les former davantage, pour les accompagner dans leur gestion de carrière. Donc on passe aux actes. Développement du télétravail, j'en ai parlé. L'accompagnement aussi à la parentalité pour faciliter la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et on note un effort dans l'égalité femmes-hommes, tant au niveau salarial que pour les promotions, les formations, les compétences et l'ancienneté avant le genre. Les freins, et ça on va en reparler. Ceux qui sont évoqués lors des 3 enquêtes, c'est notamment le manque de femmes formées dans les métiers de la filière maritime. Il faut encore développer la communication pour attirer plus de femmes dans le milieu maritime. Donc, vous voyez bien, ça, c'est les entreprises qui répondent. Hein. Donc, les entreprises ont évidemment une difficulté à recruter des jeunes filles par méconnaissance. Ça, c'est je dirais mon expérience, mon vécu, c'est surtout par méconnaissance des métiers de la filière maritime. Donc, partant de ce constat, les entreprises,
nous, en tant que cluster, on les accompagne justement pour développer des outils, donc cet observatoire, qui permet de donner des chiffres, justement pour donner notamment à nos pouvoirs publics une photographie de ce que représente le taux de féminisation dans la filière. Mais on est là aussi pour les accompagner et notamment faire connaître les métiers du maritime auprès des jeunes filles. Donc on a créé en 2018 un événement avec notre partenaire, l'association Elle Bouge, qui a pour mission de faire connaître les métiers de technicienne et d'ingénieur auprès des jeunes filles, collège, lycée et université et école. Et on a mené plusieurs opérations avant celle de 2018, notamment au Salon Nautique. Mais je vous parle de celle-ci qui est la plus importante et la plus, je dirais, la plus nationale. Donc en 2018, on a créé 7 événements de toutes pièces, avec le soutien d'une députée, Sophie Panonacle, mais je vois aussi qu'il y a d'autres députés dans la salle. Donc, et je les remercie aussi pour notre soutien, parce qu'on avait créé cet événement à l'Assemblée nationale. Donc il y avait une conférence à Paris avec tout un parterre de femmes et d'hommes qui ont soutenu cette opération, et 17 visites de sites partout, surtout le littoral, avec donc des collégiennes et lycéennes qui sont venues sur site, dans les ports, dans les chantiers navals, dans les compagnies maritimes, dans la marine nationale, pour rencontrer des femmes, des marraines qui ont témoigné sur leur parcours. Et donc on va en entendre aussi tout à l'heure. Donc cet événement a bien marqué les esprits. On a eu plusieurs centaines de jeunes filles qui ont participé. Et donc là, on peut peut-être montrer, Greta, un exemple. Alors ça, c'est l'opération de 2020. 2021, on avait prévu... celle de 2018 était en présentiel. 2020, confinement. Donc nous avions décidé de proposer à des femmes de tourner des vidéos, pour expliquer leur parcours. Donc vous allez voir quand, là, j'ai mis en lien sur la présentation des portraits qui avaient été réalisés en 2018, dont celui de Catherine Cornu, qui va prendre la parole dans quelques instants. Mais pour toutes celles qui sont intéressées, vous voyez donc je dirais les barrettes des vidéos. Donc vous avez une femme dans un chantier naval, dans un port, dans une capitainerie, ostréicultrice, marine nationale. Voilà, donc ça, c'est des portraits qu'on appelle nos portraits des ailes de l'océan. 2018. 2020, donc comme je vous disais, confinement, donc on n'a pas pu faire de présentiel. Mais voilà, ce qu'on voulait vous montrer là tout à l'heure, c'est le discours de la ministre, puisqu'en 2020, on avait eu le soutien du ministère de l'Environnement. Et la ministre, Elisabeth Borne, à l'époque, nous avait fait un très beau témoignage, on va vous le passer. Je suis très heureuse que Elle Bouge et le cluster maritime français aient lancé cette opération Clin d'œil. Et je suis fière d'y apporter tout mon soutien de ministre de la Transition écologique, mon soutien de citoyenne, mon soutien de scientifique, mon soutien de femme aussi. Parce que les femmes ont toute leur place dans les métiers de la mer. Elles ont leur place dans la construction navale, dans la gestion des ports, dans les énergies marines renouvelables, dans les télécommunications, dans tous ces métiers de l'océan si importants pour notre société et pour notre planète. Ce sont des métiers exigeants, de rigueur, des métiers passion qui offrent de nombreuses possibilités d'engagement. Sur les réseaux sociaux cette semaine, avec le hashtag Elle de l'océan, les marraines, les experts du secteur maritime vous montrent que c'est possible. Et je le dis à toutes les jeunes filles, à celles qui penseraient à ces métiers et aux autres, à la mer comme à terre, soyez ambitieuses. Autorisez-vous à construire une carrière autour de ces métiers passionnants. Prenez la place que la société vous doit. Alors, merci encore à Elle Bouge, au cluster maritime français et à toutes celles et ceux mobilisés pour cette opération. Voilà, donc moi je trouvais que c'était un très beau témoignage parce que, voilà, en plus elle avait repris les images donc, de nos vidéos des ailes de l'océan le ministère avait fait ce beau montage. Donc des témoignages que vous pouvez retrouver en ligne. Vous pouvez retrouver aussi en ligne, j'ai mis donc le dernier lien, c'est le replay du webinaire de l'année dernière. Donc on a eu à nouveau un événement en digital, mais très intéressant. Si vous allez dessus, vous allez y retrouver là, des témoignages de femmes dans le secteur des énergies marines renouvelables, dans les chantiers navals, plaisance et en même temps industrie de défense. Voilà, donc un beau panel de femmes qui témoignent.
Et donc là, j'ai le plaisir, effectivement, en même temps, on l'a lancé, mais le plaisir d'annoncer cette 4e édition qui va se tenir du 8 au 10 juin 2022. Alors pourquoi le 8 juin? Parce que c'est la Journée mondiale des océans. Et donc on avait souhaité non pas faire un événement le 8 mars, parce qu'on est nombreuses à faire des événements le 8 mars, mais là on avait voulu se distinguer et coller, je dirais, l'image des femmes aux océans, la Journée mondiale des océans. Et cette année, donc, on a décidé de faire ça sur 3 jours, donc partout en France. Donc on espère que les acteurs havrais et les havraises vont se mobiliser également. On en a parlé avec Greta. Et c'est un appel aussi que je lance pour que les acteurs, justement, du port, de la place maritime portuaire, accueillent des jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes, pour faire découvrir justement tous les métiers, la palette des métiers qui existent sur la place portuaire du Havre. Mais ça va se faire aussi à Marseille, à Saint-Malo, voilà, dans toutes les grandes villes portuaires. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis enfin, le site Vista, mais ça on en reparlera. Les réseaux sociaux pour suivre Vista, évidemment, puisque là vous pouvez y retrouver aussi des portraits de femmes dans différents métiers. Des podcasts aussi, si vous voulez être inspiré, les aventurières de la mer. Moi, je vous invite à écouter ces podcasts. Et puis, conclusion, oser les métiers de la mer. Et je pense que, justement, nos intervenantes, après, vont nous parler de ces métiers de la mer. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Donc, effectivement, on voit que les choses commencent à bouger, qu'il y a des entreprises qui passent aux actes pour essayer d'améliorer cette féminisation des différents secteurs du maritime, du portuaire, de la logistique. Et aussi de tous les autres filières dont on a parlé, l'énergie et tout. Et j'ai aussi noté que tu disais justement que, par contre, finalement, ce qui pêche un petit peu, c'est plutôt justement que les femmes sont déjà à la base pas du tout formées. Donc une communication qui doit être plus important envers justement les filières de formation qui existent, ou les possibilités de formation qui existent dans ces différentes filières-là plutôt. Et on va y revenir tout à l'heure, justement, on va en parler un petit peu, on va essayer de vous présenter déjà sur le Havre, qu'est-ce qu'il existe en termes de diversité de formation. Pour aller maintenant un peu dans le concret, justement, je vais inviter nos deux témoins, Aïcha et Catherine, de nous rejoindre ici sur scène. Alors, je précise juste, parce que c'est vrai que vous avez peut-être vu, normalement, on avait 3 témoins. Diana Meza, donc cofondatrice de TOT, qui devait normalement être avec nous ce soir. Alors, elle a eu vraiment un empêchement personnel très inattendu, donc elle s'excuse. On espère peut-être pouvoir refaire quelque chose avec elle également, puisque c'est une femme aussi qui, du coup, œuvre dans un développement d'une niche aujourd'hui du transport maritime, qui est le cargo à voile. Et donc, ça sera certainement très intéressant aussi d'échanger avec elle sur son parcours. Alors, je rappelle, donc du coup, on a un peu plus de temps pour échanger avec Aïcha, Catherine et Marie-Noëlle, qui va se joindre à nous aussi pour témoigner un petit peu de sa propre expérience, parce que c'est aussi quand même une femme qui vient du maritime. Je précise aussi que, du coup, alors pour effectivement ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à poser des questions. Je sais que notamment, il y a des élèves de l'ENSM qui sont actuellement à Saint-Malo, et qui nous écoutent. Donc, de ne pas hésiter de poser de questions sur Bicast, et qu'ensuite, effectivement, on pourra relayer ici auprès de nos témoins pour qu'ils puissent répondre. Alors, nous avons ce soir Aïcha Desmarest, qui est donc directrice générale de EV Cargo Global Forwarding France depuis 2017 et associée de Enway. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que de toute façon, tu vas te présenter. Et Catherine Cornu, donc première femme en France à devenir pilote maritime. Eh oui, il en faut bien une. Donc, j'aimerais qu'un peu à tour de rôle, vous puissiez vous présenter chacune, nous parler de votre parcours, nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à choisir la mer, ou le maritime, ou le transport, le monde portuaire en général.
Je sais que pour certaines, c'était le hasard, mais elle va nous en dire un petit peu plus. Puis je crois pour les deux, un petit peu peut-être. Et puis, en quoi consiste vraiment votre métier aujourd'hui? Donc, je propose que peut-être, Aïcha, tu commences, si ça te va. Ça me va. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Aïcha Desmarais, j'ai 51 ans. Je travaille dans le domaine du transport international depuis plus de 30 ans. Et comme l'a dit Greta, je suis actuellement donc, directrice générale de la société EV Cargo Global Forwarding France. Alors, mon goût pour le commerce, au départ, m'a amené à faire un DUT technique de commercialisation après l'obtention de mon bac. J'ai réalisé mon stage de deuxième année chez un transitaire qui existe toujours d'ailleurs, un des seules sociétés familiales qui s'appelle Deruder. Donc j'en profite. Donc j'ai eu la chance lors de ce stage d'avoir un maître de stage qui était très sympa, qui m'a appris plein de choses, qui m'a emmené, c'était au service commercial, qui m'a emmené lors des visites clients, qui m'a donné en fait la latitude pour répondre aux clients, etc. Donc ça a été une des premières raisons, je pense, qui m'a amené après à choisir ce métier. Ensuite, pour parfaire mes connaissances au niveau commerce international, j'ai fait une année au lycée Jeanne d'Arc qui s'appelait la formation européenne, mais qui n'existe plus. Ça m'a permis effectivement d'avoir un peu plus de connaissances sur la partie, on va dire, commerce international. Donc, à la fin de mes études, bon, parce que je me suis arrêtée là, j'ai quand même passé des entretiens dans le domaine des assurances, dans le domaine de la banque, etc. Mais je suis quand même revenue sur la partie transport international et j'ai débuté dans une société qui était une petite structure au Havre qui s'appelle Rodanienne de Transit, qui existe toujours et qui est aujourd'hui une très très belle société, familiale également, je précise. Le fait d'être dans une petite équipe m'a permis en fait d'apprendre plusieurs facettes du métier, que ce soit l'export, l'import, la partie commerciale, c'était effectivement très très intéressant. Et donc, bon, j'ai aussi moi, un sens du contact et un côté passionné et de la rigueur qui m'ont permis de tisser très très rapidement des liens avec mes clients et également avec les fournisseurs, que ce soit les armateurs, transporteurs. Et j'ai vite évolué parce que j'ai quand même un petit côté leader aussi. Et j'ai pris rapidement des postes à responsabilité, en tant que chef de service dans un premier temps, et puis adjointe de direction. Et voilà, me voilà maintenant 30 ans, enfin un peu moins de 30 ans après, directrice générale. Alors notre métier, je vais continuer sur le métier. Oui, très bien. Notre métier consiste à organiser le transport de marchandises. Donc les clients nous mandatent pour transporter les marchandises tant à l'import qu'à l'export. L'objectif est d'assurer aux clients les meilleurs coûts, bien sûr, les meilleurs délais. Bon, aujourd'hui, avec toute la crise Covid, c'est un peu plus long, mais on y arrive, on se bat. Et également de trouver les meilleurs transits, bien sûr, et aussi, surtout, respecter les réglementations au niveau international. Dans le cadre de ce métier, nous prenons en charge aussi toutes les formalités administratives, par exemple le dédouanement des marchandises, l'établissement des titres de propriété également. Cela implique la connaissance des incoterms, par exemple. Donc les transports peuvent se faire par voie maritime, par voie aérienne, par voie fluviale et par voie routière également. Ce métier nous permet d'être en relation avec d'autres métiers du monde maritime, les armateurs, l'administration des douanes, les transporteurs, mais également tout ce qui est administratif, les assureurs, les banques, vraiment, là, c'est les services. Donc les possibilités de métier en termes d'emploi dans notre secteur, elles sont nombreuses, puisque vous pouvez travailler dans le commercial, dans le service opérationnel, le service douane, bien sûr à l'administratif aussi, puisqu'il y a des postes de comptabilité, ORH, etc. Et également à la logistique, puisqu'on est également logisticien. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là et laisser la parole à Catherine.
Merci, Aïcha. Moi, ça sera beaucoup plus court, puisque je ne me prédestinais pas à ce métier. Je suis originaire de la banlieue parisienne. J'ai grandi à Asnières-sur-Seine, donc il y avait tout de même la Seine. Mais bon, j'ai plutôt d'une famille de restaurateurs et de coiffeurs. Donc je suis arrivée un peu par hasard tout de même dans cette formation à l'époque l'École nationale de la marine marchande. Tout simplement parce qu'après mon bac scientifique, disons que je n'avais pas trop encore décidé ce que je faisais. Ça arrive quand même à beaucoup de jeunes gens. Et donc je ne voulais surtout pas rester dans un bureau toute la journée. Je me suis dit, tiens, là, nous avons une formation extraordinaire, puisqu'on navigue, ça, je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un navire, mais bon. Et surtout, on avait 21 matières différentes, donc aussi bien du pont, de la machine, parce qu'à l'époque, nous étions officiers pont et machine, officiers polyvalents, la formation était polyvalente. Et je me suis dit, banco, je passe le concours. Il se trouve que je l'ai eu. Alors là aussi, un coup de chance. Je l'ai eu, je suis donc rentrée en première année à l'Hydro du Havre, l'ancienne école, hein, bien sûr, là-haut à Sainte-Adresse. Ah, alors, est-ce qu'on peut te demander combien de femmes à l'époque il y avait dans cette formation? À l'époque, alors, nous étions 2% de femmes, c'était déjà pas mal. Donc sur les 200, parce qu'il y avait quand même un internat, hein, 200 internes, nous étions 2% de femmes. Ça se passait très bien, ma foi. Aujourd'hui, je vois que ça a bien évolué, hein, puisqu'on est presque à 50% hein, en entrée en première année à l'ENSM maintenant. Donc 2% de femmes, voilà, avec beaucoup d'hommes quand même, donc ça me faisait un changement. Et donc j'ai persévéré. La première année, donc au bout d'une année scolaire, j'ai embarqué, puisque nous avions des embarquements interscolaires. Et donc au bout de 2 mois d'embarquement, je me suis dit, mais c'est vraiment le métier qu'il me faut. Parce que nous gérons une ville, hein, et ensuite les rapports humains sont tellement importants quand on passe 2-3 mois à bord avec un équipage, quand même on vit en vase clos. Donc voilà, il faut certaines qualités, je pense, pour pouvoir naviguer et que tout se passe bien avec tout le monde. Et donc ça m'a tellement plu que je suis restée. Ensuite, eh bien, j'ai continué, j'ai navigué chez Delmas. Hein, c'était ma compagnie. Je suis un bébé chargeur d'abord, et ensuite Delmas a racheté la compagnie. Donc j'ai fait toute ma carrière, entre guillemets, donc officier pont, machine, second. Et un jour, par hasard, je pensais arrêter de naviguer et, disons, avoir un autre parcours. Je pensais plutôt à l'administration maritime, d'ailleurs. Et avant 35 ans, j'ai dit qu'il faut absolument que je fasse autre chose. Et là, par hasard, en naviguant, donc j'étais à la passerelle, et nous avons pris un pilote. Et ce pilote, à La Rochelle, qui est un pilote même de la Charente, m'a dit, mais dis donc, tu ne serais pas prête, toi, pour passer un concours? Et je lui ai dit, mais vous m'avez vu? Enfin, je dis, je suis une femme. Mais il n'y avait pas de femme, en fait, voilà. Donc, pour que nous avancions, il faut des hommes, et des hommes qui s'engagent pour les femmes. Et ça, c'est indispensable. Il faut faire évoluer nos mentalités, certes, mais aussi celles des hommes, surtout. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, hop, ça a fait un déclic. Donc, j'ai écrit à toutes les stations françaises. Certaines m'ont répondu étrangement, d'autres pas. Donc j'ai bien compris que ce n'était pas la peine de postuler dans ces stations-là. La Seine et la station du Havre, d'ailleurs, m'ont répondu, ont dit venez, mademoiselle, vous présenter. Donc je me suis présentée. Parce que quand même, préparer un concours de pilotage, c'est compliqué. Il faut s'arrêter de naviguer au moins 9 mois. Enfin bon, voilà, il faut être sûr de son coup quand même. Et donc là, j'ai plutôt privilégié, choisi, entre guillemets, la station de la Seine, parce que je connaissais bien, en naviguant chez Delmas, je connaissais bien le port. J'avais côtoyé beaucoup de pilotes de Seine qui me paraissaient tellement adorer leur métier, même au seuil de la retraite. Je me suis dit, mais ça doit être un métier formidable. Et en plus, la Seine, bon, c'était un petit peu chez moi. Donc voilà, j'ai tenté le concours de pilotage. Je l'ai réussi. Et donc en 2000, je suis devenue, comme ça, toujours par hasard, décidément, la première femme pilote maritime française. Donc j'y suis encore, ça y est. Donc mes collègues m'ont élue présidente, hein, comme quoi... de 2016 à 2019, donc j'ai fait 3 ans de présidence. Depuis, je suis retournée sur les passerelles à temps complet. Voilà. Donc ça se passe bien pour l'instant, hein, et j'espère jusqu'au bout encore. Très bien. Alors tu disais tout à l'heure, donc justement à un moment donné, tu t'es posé la question quand tu as commencé effectivement à entamer ta carrière de pilote de Seine, en tout cas
tu as fait cette bifurcation. Quelle était vraiment la raison, on va dire, pour essayer de voir, de faire ce changement? Est-ce que justement, c'était peut-être aussi le fait, quand on part, voilà, la navigation, malgré tout, ça veut dire beaucoup de temps loin de chez soi. Est-ce que ça faisait partie, notamment, effectivement, de cette fameuse contrainte, entre guillemets, conciliation, vie privée, vie professionnelle? Alors non, pas pour moi. Non, parce que je n'avais toujours pas de famille. Hein, j'ai fait ça très tard, moi. Et encore, c'est une famille très restreinte, parce que je n'ai pas d'enfants. Donc, voilà. Donc non, c'était pas cette raison-là. C'était juste parce que je voyais certains équipages rester un petit peu proches de la retraite qui ne vieillissaient pas forcément bien à bord. D'accord. Donc je me suis dit, je vais passer à autre chose. Et de toute façon, je ne pensais pas non plus rester toute ma vie à naviguer. Et à l'époque, c'est vrai qu'on partait 3-4 mois. Hein. Aujourd'hui, c'était un petit peu différent. On n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. On envoyait un téléx. Ça coûtait tellement cher qu'on n'en envoyait qu'un. Mais ça avait des bons côtés aussi. Mais voilà. Donc non, c'était un choix personnel pour bifurquer plutôt vers toujours dans le maritime, mais une autre vision du métier. Très bien. Peut-être je vais me tourner vers Marie-Noëlle pour qu'elle puisse un peu réagir par rapport à ce que vient d'être dit. Notamment par rapport au fait, est-ce que Marie-Noëlle, tu penses que aujourd'hui, partir sur ce type de carrière, alors on a deux carrières un peu différentes, une dans la navigation, une autre qui est effectivement plus peut-être liée à des métiers avec davantage de pression, en tout cas avec un écosystème peut-être plus complexe, avec beaucoup d'acteurs. Est-ce que tu penses qu'il y a eu depuis cette évolution, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, elles ont plus de facilité pour entamer ce type de carrière, ou est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des choses justement qui posent problème? Voilà. Moi, je pense aujourd'hui, il faut tout oser. Donc, tous les métiers, maintenant, sont accessibles. Et les contraintes que Catherine a parlé, notamment la durée de navigation qui était très longue à l'époque, elle a énormément diminué aujourd'hui. Les moyens de communication sont juste incroyables maintenant. Donc, on peut rester en communication avec ses proches, même quand on part longtemps en mer. Marine marchande, marine nationale, voilà. Donc toutes ces, je dirais, on pouvait voir comme des obstacles, ça pouvait freiner peut-être des jeunes d'aller vers ces carrières. Aujourd'hui, voilà, tous ces obstacles n'existent quasiment plus. Donc ça peut donner envie, je pense, à des jeunes d'y aller, de tenter cette aventure. C'est des métiers extraordinaires. Les métiers de la navigation, les métiers où on embarque en mer, on découvre la mer. C'est des métiers de sens, des métiers de valeur, des métiers d'engagement. C'est très fort. C'est une famille. La marine marchande, la marine nationale, la marine de pêche, c'est des gens aussi qui sont porteurs de sens, de valeur, que je côtoie maintenant depuis plusieurs années et je peux en témoigner. Donc c'est vraiment, moi je trouve, des métiers très forts. Et puis qui font on peut faire de très belles carrières. Et puis si on a envie de changer à un moment donné, justement, qu'on soit en milieu de carrière, il y a des passerelles, on peut aller vers d'autres métiers, des métiers de service, justement, ce dont je parlais. On peut atterrir chez Bureau Veritas, on peut atterrir chez un assureur, on peut atterrir, la Marine nationale reconvertit ses officiers dans plein d'industries, et pas que navale, dans la défense, mais pas que. Voilà, donc c'est possible, et c'est possible pour les jeunes filles aussi. Simplement, il faut avoir ce déclic. Catherine l'a expliqué aussi à un moment donné, mais il faut en avoir envie aussi. Mais il faut être curieux, il faut aller découvrir ces métiers. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se mobilisent pour faire découvrir ces métiers. Je pense au Forum des métiers de la mer, par exemple, qui est un événement qui se tient à Paris au mois de décembre, à la Maison des Océans, qui fait découvrir tous ces métiers aussi. Et puis toutes les opérations dont je vous ai parlé, justement, c'est fait pour faire connaître les métiers. Donc il faut qu'il y ait encore plus de communication pour faire connaître les métiers. Et Aïcha le disait, effectivement, alors là, en termes de métiers liés à la logistique, c'est juste incroyable. Et je pense que les événements qui viennent de se passer, que ce soit le
la crise du Covid qui nous a montré combien on était liés, je dirais, au transport de nos marchandises qui viennent de l'autre bout du monde. On s'en est encore plus aperçu. On a pris conscience de ça. Donc tous ces métiers existent. On a besoin du transport maritime, on a besoin de la logistique, on a besoin des ports. Donc il y a de l'avenir forcément. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut y aller. Ce sont des métiers vraiment où maintenant, c'est pas la peine de se mettre des barrières techniques. Il y a de plus en plus l'accessibilité des métiers. Elle existe vraiment en fait. Donc aujourd'hui, je vois pas où sont les barrières en fait. Oui. Alors justement, on va venir sur la question des métiers, des formations, quels sont les besoins. On en a discuté un peu entre nous avant la conférence, mais je pense que c'est un sujet important. Mais avant d'arriver vraiment au sujet plus, on va dire, lié au métier, restons un petit peu encore sur la question peut-être de la femme. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'adresse à nouveau peut-être plus à Aïcha et Catherine. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire être femme dans cet univers, que ce soit l'univers plus de la navigation ou que ce soit l'univers du transport, des commissionnaires, voilà, tout cet écosystème dont tu as parlé qui est très, très complexe, avec beaucoup d'acteurs. Tu as parlé effectivement d'une femme de poigne, mais ça ne doit pas toujours être quand même évident. Donc peut-être, alors, est-ce que vous pouvez effectivement nous parler un petit peu plus du fait d'être une femme dans cet univers? Est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer? Est-ce qu'il y a des points de blocage? Voilà. Est-ce que pour vous, tout va, tout baigne, tout roule? Ou est-ce que voilà, il y a des choses qui pourraient être améliorées? Je vais prendre la parole. Bon, je pense qu'intégrer le monde maritime aujourd'hui est quand même beaucoup plus simple qu'il y a 30 ans. Ça, c'est clair. Le métier, enfin, en tout cas dans mon métier, c'était quand même un métier assez misogyne. La majorité des postes à responsabilité étaient tenus par des hommes. Je pense que, en fait, quand j'ai intégré ce monde en 91, 30 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir un directeur très ouvert et sympathique. Alors, pour la petite anecdote, sur cette période-là, on avait énormément de cocktails, on n'avait pas le Covid. Donc on était régulièrement invités dans des cocktails par les armateurs, par les instances, etc. Moi, je me souviens d'une chose qui m'avait marquée, c'est que j'étais la seule femme. J'étais toute jeune, mais j'étais la seule femme dans les cocktails. Je pense que Alain Leclerc, qui est là et qui a travaillé dans notre métier, pourrait en témoigner. Et franchement, c'était assez impressionnant. Bon, ça va, j'ai eu quelques petites remarques sexistes au départ, mais bon, après, quand on me connaît bien, on sait que j'ai du caractère et que j'ai un peu de la répartie quand même. Donc, mais comme disait Catherine tout à l'heure, je pense que ce qui est important aussi, c'est de faire modifier les mentalités, notamment des hommes. Mais aujourd'hui, je pense aussi qu'elles ont bien évolué parce qu'on voit de plus en plus de femmes. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup moins de cocktails, mais quand on a des réunions, on voit qu'il y a quand même, aujourd'hui, j'ai peut-être 25-30% de femmes. Oui, donc tu vois bien quand même que là, oui, au niveau ça du évolue. taux de féminisation, il y a quand même une différence. Oui, bien sûr. Et puis, bon, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même, il y a plus de respect, il y a plus de reconnaissance. Je pense que dans ce secteur, on s'est rendu compte que les femmes apportaient autre chose aussi, avaient une vision différente, et elle est complémentaire également. Donc oui, ça a évolué. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'il n'y a pas l'égalité des salaires, il y a toujours ces petites choses qu'il faut... Mais la communication, je pense que c'est un vecteur très, très important. La communication, du coup, envers finalement les entreprises et tout le travail que le cluster maritime fait avec les fiches de bonnes pratiques. Donc, tout à fait. Puis les réunions comme ça aussi. Tout à fait. Catherine, éventuellement, sur le fait d'être femme dans cet univers-là, est-ce que tu peux nous faire part de ton témoignage? Oui, je crois que ça a évolué, oui, en France, mais je vois, moi, mon métier de pilote, hein, donc j'arrive à bord d'une passerelle et en 99% des cas, je suis la seule femme. Oui, d'ailleurs, tu m'avais dit, si je ne me trompe pas, il y a un concours qui a été ouvert il y a tout récemment. Ça y est, nous avons recruté 3 nouveaux collègues. Oui, mais dans le concours, effectivement, il n'y avait que des hommes, si je ne me trompe pas. Je ne peux pas aller les chercher, voilà. Bon, j'essaye. Je me suis dit, tiens, première femme, ça va peut-être attirer. Mais bon, c'est quand même 60... Enfin bon, il y a l'école, 72 mois de navigation, c'est quand même un peu le parcours du combattant.
Et bon, voilà, nous sommes 3 aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais partie, j'étais la première en 2000, et nous sommes 3 en 2022. C'est quand même... Les 2 autres, elles sont situées où? Alors, j'ai une collègue en 2014 qui a été la deuxième, donc la seconde en Martinique. Et donc, nous avons une collègue qui vient d'être reçue à Brest, là, en septembre. C'est le début de la conquête. Mais c'est vrai que bon, navigant, c'est pas encore extrêmement féminisé, mais par contre, l'avantage, c'est ce que je dis, c'est que j'ai toujours gagné ce que gagnaient mes collègues. C'est-à-dire que l'égalité salariale chez nous, c'est, dans une compagnie de navigation, c'est ancienneté, grade, et voilà. D'accord, donc pas de discrimination. Non, les pilotes, c'est pareil, bien entendu. Donc, je n'ai jamais gagné moins qu'un homme qui faisait le même travail que moi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un monde quand même très, très masculin. Oui, tout à fait. Mais comme effectivement c'est basé sur une grille effectivement établie, du coup ils ont du mal quand même à faire différemment. Je ne sais pas, ça leur est pas venu à l'idée, j'espère. Très bien. Ben, on a encore 5 petites minutes juste pour clore cette partie plus témoignage, expérience personnelle. Sauf si Marie-Noël, tu voulais peut-être dire encore quelque chose, mais je voulais que chacune termine un peu avec une petite anecdote, bien que Aïcha nous a déjà fait part de l'anecdote du cocktail toute seule parmi des hommes. Que chacun puisse un peu témoigner d'une anecdote agréable ou moins agréable qu'elle a effectivement vécue dans le cadre de sa carrière. Des anecdotes, il y en a beaucoup quand même. Hein. En 30 ans, on en récolte. Le côté négatif, c'est peut-être effectivement de ne pas être considérée légitime en tant que femme. Ça, c'est difficile. Donc souvent, on se retrouve femme au fameux syndrome de l'imposteur. On en avait déjà parlé, Anne. Ça, je crois qu'on est beaucoup à subir ce syndrome, malheureusement. Après, le côté agréable, c'est de faire connaissance, de découvrir plein de choses, parce que j'ai eu la chance aussi de voyager. J'ai fait un souvenir et quelque chose qui m'a marqué, c'est la foire internationale de Bagdad, que j'ai fait en 1999. J'ai laissé ma fille de 6 mois. Je suis partie en Irak, donc faire cette fameuse foire internationale, où j'ai fait un business de fou. Et j'ai toujours des clients avec lesquels je travaille 30 ans après. Donc ça, c'est des super souvenirs et des super anecdotes. Et le fait, effectivement, de travailler toujours avec ses clients, c'est qu'il y a une reconnaissance, c'est que, quelque part aussi, la personne, il y a une confiance. Et ça, c'est hyper gratifiant. D'accord, donc les relations humaines, finalement, c'est ce que tu retiens de plus gratifiant et cette possibilité peut-être aussi de voyager dans le cadre de ton métier, beaucoup. Tout à fait. Ce qui est aussi dû, bien sûr, aussi au poste, bien sûr, quand on gravit les échelons. J'ai voyagé avant d'être responsable. Hein. Très bien. Quand j'étais mais c'est bien de le préciser, justement, c'est pas forcément... On peut voyager, puisque dans nos métiers, on a aussi des réseaux d'agents. Et pour les rencontrer, on est bien obligé de se déplacer. Et souvent, il y a des conférences et on fait des speed meetings, on va dire, et on rencontre les agents du monde entier. Donc après, il faut maîtriser l'anglais. Oui, parce que ça, en France, c'est un problème. Donc, effectivement, je vous engage à parfaire votre anglais. L'espagnol, moi, c'est la première langue que j'ai faite. J'adore l'espagnol, mais l'anglais, c'est primordial dans tous les pays, au monde entier. Oui, et puis je pense que dans les métiers, de toute façon, du maritime, du portuaire, mais même dans la navigation, j'imagine que l'anglais est la base. Donc c'est vrai que, Catherine, une anecdote. Oh là, j'en ai beaucoup. Toujours la même chose, hein, seule femme à bord, donc en tant que navigante, à la machine. Et donc souvent, le chef machine me disait toujours, c'est la petite, là, elle ne va pas pouvoir changer le piston du groupe principal, patati patata. Et puis un jour, il n'arrivait pas à atteindre, enfin, je lui ai dit, tu vois, ça sert quand même. Donc il n'arrivait pas à atteindre une pompe sous un groupe électrogène, parce qu'il avait de trop gros doigts. Et là, j'y suis allée, la tête la première, j'ai dit, tu vois. Bon, après, ça a été très bien. Puis en tant que pilote, maintenant, je suis une pilote un peu expérimentée, on va dire, et donc... il y a 10 ans, 15 ans, quand j'arrivais à bord avec un jeune collègue en formation, systématiquement,
commandant regardait le collègue en disant « pilote ». Je dis « non, c'est moi ». Et alors aujourd'hui, on dit « tiens, c'est votre mère ». C'est ça le changement. Au début, c'était c'est votre sœur ou votre fille, et maintenant, c'est « tiens, vous avez appelé votre maman ». Pas du tout. Donc voilà, il y a ça aussi. Une autre anecdote sur un petit navire. Je suis arrivée à la passerelle, donc un collègue, parce qu'on change de pilote à Côte-Bec, nous, hein, on est un changement de pilote sur la Seine. Et donc le commandant est arrivé. Bon, pas que ça sentait mauvais à la passerelle, mais bon, c'était pas terrible. Et ben il est descendu. Et quand il est remonté, il avait pris sa douche. C'était extraordinaire. Et là, les collègues m'ont dit, jamais, aucun commandant ne nous avait fait ce coup-là. Ça peut avoir du bon. Donc, féminisons le métier du pilote. Féminisons. Est-ce que Marie-Noëlle, est-ce que tu as envie de partager une anecdote avec nous aussi? Alors, pour la petite histoire, en fait, quand je suis arrivée dans le monde maritime, donc moi, je n'étais pas issue du monde maritime, donc je suis arrivée au cluster en 2007. Je suis arrivée dans le maritime par la sécurité maritime. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Aïcha, j'étais la seule aussi en réunion. Donc, ça pouvait être très impressionnant, mais en fait, je me suis dit, il y a quand même un problème. Pourquoi on est si peu nombreuses? Et puis, quelques temps après, Vista existait déjà, mais on est venu me chercher pour rentrer donc, dans cette association Vista. Donc, en quelques mots, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire, c'est le rassemblement des femmes du secteur maritime. Et de fil en aiguille, le temps a passé. Je suis passée de la communication à secrétaire générale et je suis devenue présidente en 2018. Et ce que je veux dire, c'est que ces métiers, le monde maritime est passionnant. Et en fait, ce qui me passionnait, c'était les gens de mer. Et finalement, mon expérience m'a poussée à m'intéresser à tous ces gens. Et ce qui me passionne aujourd'hui, ce qui me motive aujourd'hui, c'est de faire découvrir au grand public ou à, je dirais, des gens qui ne sont pas issus du monde maritime, qui ne travaillent pas dans le monde maritime, tous ces métiers. Et en particulier ceux qui sont occupés par les femmes. C'est pour ça que je suis engagée dans l'association Vista. Et je salue toutes les membres ici dans la salle, mais vous êtes vous êtes très nombreuses à en faire partie. On est 150 en France, 4000 dans le monde, dans 54 pays. Et c'est ça qui m'intéresse en fait aujourd'hui aussi, c'est de montrer aussi le visage de toutes ces femmes. Elles ont leur place. On a 2 témoignages, mais on en a partout dans le monde. C'est effectivement, on n'est pas assez nombreuses. Il faut qu'on ait des objectifs maintenant plus ambitieux pour féminiser cette filière maritime. Parce que pour moi, pourquoi il y a cet enjeu? Parce que c'est un secteur, la croissance bleue, elle est là, elle va accroître. Il faut qu'il y ait un développement durable et responsable. Et si on veut que cette filière maritime soit attractive, il faut aussi qu'elle se féminise. Les métiers sont en tension, que ce soit l'industrie navale, les compagnies maritimes, la marine nationale, la logistique. On a besoin de talents et on a besoin de talents féminins. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Merci Marie-Noëlle, merci à toutes. Du coup, je vais prendre un peu la parole, moi aussi, mais c'est juste parce que, voilà, on parlait des formations tout à l'heure. Donc la sensibilisation des métiers, elle passe aussi justement par la connaissance, la prise de connaissance des formations qui existent, qui sont à disposition de nos jeunes. Donc on a préparé un petit recensement des formations présentes sur le territoire havrais, mais je précise, il s'agit absolument pas une liste exhaustive et je m'excuse d'avance si j'en ai oublié. Il s'agit d'ailleurs pour les personnes éventuellement qui se sentent lésées parce que j'ai oublié telle et telle formation, de venir me voir après ou de m'écrire et puis de nous dire il faudrait rajouter telle et telle formation. Mais voilà, ça pourra constituer un peu un élément ou un document de base qui pourra aussi être diffusé après aux jeunes filles qui nous écoutent. Du coup, alors, je vais juste ouvrir la présentation rapidement. Donc, l'idée, c'est de vous faire un petit aperçu, comme je disais, des formations maritimes et portuaires et logistiques sur le territoire havrais. Alors, moi, j'ai recensé un peu moins de 10 établissements, organismes identifiés et plus de 40 formations disponibles sur le territoire. L'idée, c'est de ne pas tous les présenter parce que sinon, ça va faire catalogue. Mais déjà vous donner une idée des établissements qui existent, qui en proposent.
On va commencer notamment par du coup l'école de management de Normandie, qui en plus, on va dire des masters, ils proposent aussi d'autres types de formations. Je vais en parler rapidement. Mais voilà, en gros, l'EMN propose effectivement des masters en logistique, supply chain et gestion portuaire. Un nouveau master qui va avoir le jour à la rentrée 2023. On en parlait, les nouveaux métiers de l'économie bleue. Et donc, justement, ce master s'appuie sur la chaire de recherche qui est portée par l'EMN, l'économie bleue, transition et territoire. Et puis, l'IPER, qui est par contre un organisme qui va intéresser davantage les professionnels déjà en activité et qui propose du coup des formations continues sur des thématiques précises dans le domaine toujours travaux portuaires, management, gestion et opérations portuaires. Alors, allons vers l'Université du Havre. Donc, l'Université du Havre en propose beaucoup. Là, encore une fois, je ne les ai peut-être pas toutes recensées, mais j'ai essayé déjà de les classer un peu par niveau. Vous avez effectivement la licence, les niveaux licence professionnelle, avec aussi donc les IUT et les bachelors, dans le domaine du droit du transport, de la logistique, de la maintenance des systèmes industriels de production et d'énergie, donc niveau 4 licences pro notamment. Au niveau master, on a des formations toujours dans le domaine du droit, et notamment aussi maintenant une formation qui est spécialisée dans le maritime et dans la sécurité et de l'administration de la mer. Il existe aussi des masters, ça on l'oublie un peu, mais ça a un lien tout à fait avec le portuaire, qui sont toutes les formations liées à la construction des infrastructures. Donc il faut des personnes qui sont en génie civil, portuaire, en gestion de l'environnement côtier, il en faut, et on oublie ça un petit peu, mais c'est du coup des métiers complètement en lien avec aussi la mer, le maritime, le portuaire. Et puis vous avez l'Institut supérieur d'études logistiques, vous connaissez peut-être, parce qu'on est quand même on a quand même des connaisseurs dans la salle, qui propose 3 diplômes d'ingénieur. Alors, ensuite, parce qu'il ne faut pas juste parler effectivement des études supérieures, mais il y a aussi beaucoup de formations, on va dire, au niveau, donc, pour ceux qui sont plutôt dans les métiers plus manuels. En plus, c'est des profils qu'on recherche quand même beaucoup aussi, notamment sur le Havre. Donc, l'Union des industries et de métiers de la métallurgie, donc UMM propose donc du coup plusieurs formations allant du CAP jusqu'à la licence pro. Donc, je ne les ai pas tous cités, mais vous avez ici un peu les filières, en tout cas les thématiques qui concernent ces formations. Et puis, en collaboration avec le CNAM, l'UMM propose aussi plutôt des filières un petit peu plus longues, notamment dans le domaine de l'efficacité énergétique, l'organisation industrielle, pareil, sur un territoire comme le Havre, avec la ZIP que vous connaissez, c'est aussi des profils qu'on recherche beaucoup. On va passer à l'ENSM, mais là, il y a du monde dans la salle, donc j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts et que je ne dise pas de bêtises. Mais voilà, moi, j'ai rapidement repéré ces 3 types, donc effectivement, Bac+3 pour tout ce qui est officier chef de quart, avec la spécialité chef mécanicien ou alors passerelle internationale, si je ne me trompe pas, capitaine. Les formations Bac+5, donc ingénieur, voilà, que vous avez, je ne vais pas détailler. Et puis, depuis, je pense, s'il y a quelqu'un de l'ENSM dans la salle, il va peut-être pouvoir en dire un petit peu plus. Mais voilà, j'ai vu que maintenant, il y a un master spécialisé, Bac+6, dans la cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires. Et ça aussi, c'est un sujet super important aujourd'hui. Peut-être pas besoin forcément aujourd'hui d'aller jusqu'à Bac+6, mais dans le portuaire, on recherche de plus en plus des spécialistes, notamment de l'informatique, du digital, de la cybersécurité. Voilà, aujourd'hui, on ne compte plus les nombreuses attaques qui subissent les entreprises de ce type de zone industrielle ou portuaire. Enfin, Sciences Po. Alors, à contraire de ce qu'on pourrait penser, il y a une petite spécialisation qui s'appelle le certificat mer et océan,
qui, si je ne me trompe pas, va être donc du coup transformé, ou en tout cas va devenir à terme un vrai bachelor qui s'appelle Transition, énergie et territoire maritime. On a d'ailleurs 2 étudiantes ici qui vont après certainement nous témoigner un petit peu de parce qu'elles sont dans cette filière-là et font ce certificat, donc elles pourront nous en dire un petit peu plus. Et enfin, les lycées pro aussi sur le territoire havrais qui existent quand même, il ne faut pas oublier. Et là, je ne suis pas certaine, j'en ai peut-être oublié un peu. Mais en tout cas, il y a effectivement les lycées Anita Conti, le lycée Lavoisier, le groupe scolaire Saint-Vincent, où là, on est plutôt dans des filières toujours en lien avec le transport de la marchandise, la logistique, mais aussi la navigation, notamment Anita Conti qui propose de former les capitaines pour les bateaux de pêche, notamment, ou les services à la navigation. Voilà, j'ai fait mon petit speech sur les formations pour ensuite en échanger un petit peu avec nos représentantes ici ce soir. Parce que je pense qu'il y a effectivement, on en a déjà dit, en tout cas, je pense qu'il y a un enjeu quand même là-dessus, notamment en termes de besoins de recrutement, en termes de métiers en tension. Alors, je me tourne là, pour le coup, un peu vers Aïcha, parce que dans le transport, dans les métiers du transitaire, commissionnaire de transport, on recherche quand même beaucoup de personnes. Et je crois que vous avez du mal à recruter. Aïcha, est-ce que tu pourrais dire, toi, déjà, au sein de ton entreprise, quels sont les besoins aujourd'hui en recrutement? Et en quoi, peut-être, les femmes peuvent être justement un atout? Je pense qu'aujourd'hui, le recrutement est difficile dans tous les secteurs. Au Havre, bien entendu, nous sommes majoritairement tournés vers l'activité portuaire. Aujourd'hui, les problèmes de recrutement, c'est surtout au niveau opérationnel. Effectivement, il y a une surcharge d'activité. Après, il peut y avoir, au niveau commercial, bien entendu, on cherche aussi, mais c'est surtout au niveau opérationnel. Est-ce que tu pourrais peut-être citer des métiers pour que ce soit plus concret, peut-être pour les gens qui nous écoutent? Alors, au niveau, ça va être agent maritime import, agent maritime export, c'est-à-dire la personne doit effectivement gérer le transport des clients de bout en bout. À l'export, il faut aller chercher les marchandises à l'usine, les amener au port d'embarquement, lancer les opérations douanières, établir les titres de propriété des marchandises, s'assurer aussi, en cas de retard de navire, de décaler l'enlèvement des marchandises. Voilà, je ne peux pas expliquer tout en détail, mais je résume. Aujourd'hui, depuis qu'on a eu la crise Covid, il y a énormément de retard au niveau maritime, au niveau du transit. Les navires ont quand même beaucoup de retard, ce qui amène les opérations à faire et défaire. Donc ça, il y a également on a vu quand même que ça a bondi au niveau des importations. Pendant le Covid, les gens se sont un petit peu concentrés sur leur intérieur, donc aussi sur eux-mêmes. Donc effectivement, ils ont voulu changer leur déco, ils ont voulu changer tout ce qui était électroménager. Donc tout ça, ça a engendré énormément de commandes et ça a engendré également beaucoup de soucis puisque la demande était beaucoup plus forte que l'offre, ce qui a également eu pour conséquence l'explosion des tarifs au niveau des fret maritimes. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de 15 000 $, l'équivalent 40 pieds, on n'a jamais connu ça. Moi, en 30 ans, je n'ai jamais connu ça. Ah non, je crois que tu n'as jamais connu ça non plus. On a connu des frettes négatifs. On a connu des frettes, on va dire, dans le marché. Mais là, ça a été catastrophique pour les PME notamment. Enfin voilà, tout ça pour dire, voilà, on a une activité effectivement qui s'est densifiée. Et voilà, comme tous les secteurs, on recherche. Alors tu disais tout à l'heure, donc tu ne peux pas effectivement expliquer tout le fonctionnement, mais on a bien vu que c'était en termes de métier finalement très diversifié, beaucoup d'acteurs, donc il y a certainement des compétences, il y a quelques formations, mais est-ce qu'il y a aussi un savoir-être qui joue
dans le cadre de ces métiers-là et qui pourraient justement... voilà. Si tu devrais décrire un peu le savoir-être pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, tu parlais de stress, tu parlais de... Alors, je crois qu'aujourd'hui, le stress, il est partout. Hein. C'est vrai. Mais dans nos activités, oui, effectivement, il faut avoir beaucoup de rigueur. Il faut savoir trouver des alternatives, parce qu'il faut répondre aux besoins des clients, bien évidemment. C'est pas si simple, parce qu'aujourd'hui... on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en contact même avec beaucoup de métiers, hein, les armateurs, les transporteurs routiers, le transport fluvial, l'administration des douanes. Tout ça, il faut effectivement savoir gérer tout ça en même temps. Et puis gérer les aléas qu'on a au quotidien, et il y en a de plus en plus. Donc le savoir-être, c'est oui, beaucoup de rigueur. Il faut être passionné, parce que c'est de rendre service aux clients, c'est de se battre. Moi, je sais que je me suis toujours battue pour mes clients comme si c'était mes entreprises. Quand un client m'appelle, je le vis. Je l'ai vécu notamment avant la période de Noël avec l'importation de jouets, parce qu'il y avait du stress. Le client voulait absolument, me disait, mais il faut absolument que les jouets soient en rayon à telle date. Et on avait beaucoup de mal à charger. Donc tout ça, il faut vraiment être passionné aussi. Il faut... oui, je répète, de la rigueur, plein de choses. Mais après, ça, c'est en soi aussi, je pense. Hein, parce que les formations, c'est important. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Je suis arrivée dans ce métier-là. Ce n'était pas forcément la filière, mais j'avais envie d'apprendre. J'ai appris beaucoup de choses sur le tas aussi. Et je pense que c'est ses capacités aussi à vouloir avancer, à vouloir... découvrir un monde nouveau, et c'est un monde où effectivement il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de contacts, et ça c'est intéressant. Bon, je regrette, il y a quelque chose que je regrette, c'est effectivement qu'on communique plus par le digital. Il y a beaucoup moins de contacts téléphoniques, et ça pour moi c'est un grand regret. C'est un handicap, je pense, qu'on retrouve quand même dans pas mal de métiers de toute façon. Tout à fait. Alors on parlait de l'économie bleue. Peut-être Marie-Noëlle, tu peux justement nous parler un petit peu de ces nouvelles filières. Encore, voilà, tu en as déjà un peu quand même parlé, mais de savoir comment est-ce que ça va se traduire, notamment en termes de métiers. Est-ce que par exemple le cluster maritime aussi lance des études là-dessus? Comment est-ce que les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes femmes notamment peuvent s'informer pour savoir quelles sont les pistes? On parle de plein de choses, hein, en termes d'énergétique, on parle d'hydrogène, on parle de captation CO2, on parle de tout ce que les énergies marines, donc il y a énormément de choses. Voilà, quoi dire à une jeune aujourd'hui pour dire, voilà, regarde tout ce qu'il y a, potentiellement tout ce qui est devant toi, comment l'orienter? Alors, effectivement, il y a, je dirais, ce qu'on appelle, nous, les métiers traditionnels, donc tous ceux effectivement dont on parle, là, dans les ports, les transports maritimes, tout ce qui va être pêche, tout ce qui va être industrie navale. Et puis, il y a tous les métiers ici, donc émergents. Et puis, nous, on a même une classification de métiers transverses. Enfin, voilà, tout ce qui est numérique, pour nous, c'est du transverse. C'est le digital, la surveillance, la sécurité. On va les retrouver un petit peu partout. La cyber, voilà, c'est partout. Mais, voilà. Mais je reviens aux nouveaux, je dirais, aux nouveaux secteurs qui se sont créés, et la place portuaire et maritime du Havre est bien placée, puisque vous allez avoir, il y a notamment actuellement la création d'une usine Siemens Gamesa pour créer donc les éoliennes offshore. Donc vous savez que la France effectivement va installer des éoliennes offshore. Il y a des parcs en construction. Donc tout cela représente beaucoup de nouveaux métiers sur toute la chaîne de valeur pour justement construire, installer ces éoliennes, maintenir ces éoliennes en activité. Et dans le cadre du cluster, effectivement, on a justement adressé ce secteur énergie marine renouvelable depuis 2007. Et on a créé un observatoire, justement, pour mesurer
non pas cette fois le nombre de femmes et l'évolution de la place des femmes, mais là un observatoire pour mesurer le nombre d'emplois dans ce secteur naissant. Et je peux vous dire qu'effectivement, donc, on en est à 5 années de bilan. On vient de dresser ce bilan et il y a plus de 5000 emplois qui ont été créés en France. Voilà, donc sur tous les acteurs. Et donc ça, c'est effectivement un secteur qui recrute, qui va continuer à recruter, puisqu'on a des objectifs effectivement de développer davantage nos énergies marines, donc tout ce qui est éolien offshore posé, flottant, l'hydrolien aussi, et d'autres types d'énergie, l'houlomoteur, l'énergie thermique des mers. Donc voilà. Et donc ça, c'est des métiers. Alors, il faut plutôt s'orienter dans ce cas-là vers des métiers d'ingénieurs quand même. Hein, là où il y aura le plus de recrutement, c'est vraiment ces métiers et ces formations qui vont vous mener vers les énergies marines renouvelables. Mais moi, j'ai constaté c'est qu'il y avait beaucoup de femmes. Dès qu'on parle énergie, à la différence des milieux traditionnels, transport, maritime, dès qu'on parle d'énergie, là, on voit beaucoup plus de femmes. Moi, je le vois justement. J'anime le groupe Synergie. J'ai animé plusieurs fois les groupes Synergie marine renouvelable. Et autour de la table, il y avait beaucoup plus de femmes. Donc ça, c'était un signal quand même intéressant. Et ce que je voulais aussi vous ajouter sur ce volet énergie marine renouvelable, moi, j'invite les acteurs, les actrices, les jeunes filles, les jeunes hommes à aller au salon qui va se tenir mi-mai, Synergie au Havre, donc, qui est un très beau salon justement de tous les professionnels. Donc venez en nombre, parce que là vous avez tous les enjeux actuels de cette filière sont traités, et vous avez tous les acteurs, les grands groupes et les PME qui sont là aussi et qui peuvent être très intéressés aussi de rencontrer des jeunes. Voilà ce que je voulais dire sur la partie énergie marine renouvelable, qui est vraiment une filière en croissance. Et ce que je vois aussi qui est en croissance, c'est tous les métiers justement liés aux sciences du vivant, hein, tous les métiers qui sont liés à la protection. Protection de la planète, protection des océans, le développement durable. Et là, on voit beaucoup plus de femmes. Et ma conviction, puisque là, c'est un constat que je vois et qui est assez récent dans mon évolution et dans ma carrière, et j'ai essayé d'analyser pourquoi. Et je pense que tout ce qui touche à la protection, c'est quand même dans l'ADN des femmes, avant tout, je pense. Et donc, on a cette force en nous d'aller plus vers ces métiers du vivant, de la protection donc, des océans. Et je le vois effectivement, j'ai eu l'honneur d'animer le forum Les femmes et les océans à l'occasion du One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest début février. Et là, on était vraiment dans le sujet, l'enjeu, la protection des océans, la protection de la biodiversité, le développement durable des activités maritimes. Et moi, le constat, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes. Donc, c'est un atout pour nous. Il faut s'engager encore davantage dans ces métiers, faire entendre davantage notre voix, une voix d'équilibre, en fait, pour justement... et aller dans tous ces métiers de développement durable, du maritime, de la filière maritime, mais voilà, dans tous les secteurs, l'industrie navale, voilà, tout ce qui va toucher justement à, comment dirais-je aussi, améliorer, perfectionner nos outils, que ce soit les navires, les moyens de propulsion, voilà, le développement durable, les activités maritimes et portuaires. Et là, il y a un champ immense de métiers et qui sont, à mon avis, qui sont faits aussi pour les femmes. Non, tout à fait. Effectivement, je pense que c'est un peu l'enjeu de demain. Ce qui va être peut-être le plus difficile, ou un défi en tout cas à relever, c'est aussi de dire, voilà, tous ces métiers ou tous ces enjeux dont tu parles et dans lesquels il va falloir effectivement s'orienter, comment faire le lien avec l'existant et comment justement peut-être aussi les femmes peuvent jouer ce rôle de lien, ou presque j'ai envie de dire d'ambassadrice peut-être, pour justement que la passerelle elle se fait, la jonction entre la protection et continuer l'activité commerciale qui reste quand même aussi là. Comment est-ce qu'elle peut se faire? Et je pense que ça pourrait faire le débat d'une nouvelle conférence. Tout à fait. Moi, je pense que les femmes, on est très fortes pour concilier. Donc, je pense que concilier l'économie et l'écologie, je pense que les femmes, on est bien placées pour ça.
Bon, mais très bien. Alors, je vais peut-être quand même donner encore la parole à Catherine, si elle a envie de dire encore un petit mot. Oui. Oui. Et puis après, on va passer la parole. Je vais laisser parler à Pierrette, donc responsable pédagogique de Sciences Po Le Havre, pour qu'elle passe. Voilà. Après, oui. Deux mots, c'est que nos stations de pilotage, bien sûr, nous recrutons, mais surtout des navigants, bien sûr. Pas que des navigants, mais c'est vrai que nous avons à avoir un défi aussi pour trouver d'autres, de remplacer donc les pilotes, puisqu'à un moment, là pour l'instant, nous avons des candidats, mais c'est un réel sujet de trouver justement des candidats, des futurs candidats pilotes dans les 10 années qui viennent. Très bien. Du coup, je passe la parole à Pierrette. Merci beaucoup. Ma parole va être vite repassée à d'autres jeunes femmes, puisque l'idée de cette table ronde, c'était aussi de présenter des parcours qui peuvent inspirer des personnes dans la salle. Alors ça peut être des lycéennes qui n'ont encore pas fait leur choix d'études universitaires, mais aussi d'autres étudiantes. Et donc on a la chance d'avoir 3 étudiantes qui étaient étudiantes il n'y a pas si longtemps et qui ne le sont plus, venant de secteurs différents. Et ça illustre la super... le paysage que tu nous as fait sur les filières, avec Agnès et Marine qui sont de Sciences Po, donc sur le campus du Havre, et Anaïs qui, au pied levé, va nous parler de son expérience à la marine marchande. Et je précise, j'en profite, donc, que le certificat Océan à Sciences Po sur le Havre existe dans tous les campus de Sciences Po Paris en France. Il est proposé pour les 3 premières années d'études après le bac, et que le BASC, qui est un projet entre Sciences Po, le Havre et l'université, c'est un double diplôme qui va mêler des sciences humaines et des sciences dures, c'est des scientifiques de l'université, pour avoir des personnes qui sachent à la fois les aspects techniques, mais qui s'intéressent aussi aux aspects politiques, géopolitiques, et qui puissent avoir cette double casquette. Et là, on espère toucher aussi des femmes du fait d'avoir cette double casquette. Donc, si vous pouviez chacune redire votre prénom, ce que vous faites, et là, en particulier vous deux, puisque vous êtes habillées d'une certaine manière, expliquer pourquoi, et puis pourquoi vous avez été inspirée, qu'est-ce qui vous motive dans le milieu maritime, peut-être même ce que vous comptez faire après, si en tout cas il y a un lien. Et si vous avez déjà même une question pour nos panélistes, on peut déjà les recueillir pour lancer la discussion. Donc bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là et merci à nos intervenantes pour leur prise de parole, c'était très intéressant. Je m'appelle Agnès, je suis à Sciences Po, donc là je suis en 2e année et je suis le certificat Océan, donc c'est un ensemble de cours et de conférences sur le thème des océans, comme le nom l'indique, notamment un cours assuré par Madame Anne Culler ici présente. Et en parallèle, la raison pour laquelle je suis habillée comme ça, ce n'est pas Sciences Po, c'est la préparation militaire à la marine, que je suis en parallèle, notamment dans un objectif de parcours civique, d'engagement citoyen. Et donc qui nous prépare en fait avec des cours théoriques sur la marine nationale. Et c'est ce qui m'a en fait amené à m'intéresser à ce domaine-là, parce qu'à la base, j'avais pas forcément je m'y étais pas vraiment intéressée avant. Et donc ça a plutôt bien marché sur moi, parce que ça fait partie maintenant de mes aspirations professionnelles, puisque je souhaite maintenant rejoindre la marine nationale plus tard. Donc voilà, merci. Et j'avais une question pour Madame Cornu. Est-ce que vous avez été amenée à diriger des hommes, notamment à bord, des marins? Et donc je me demandais si vous aviez déjà eu des difficultés justement à faire accepter votre leadership à bord, et si oui, comment vous l'avez géré? Voilà, merci beaucoup. On collecte les questions, on verra tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous, merci beaucoup aux intervenantes et à votre invitation. Du coup, je me présente, je m'appelle Marine Brama, je suis également en 2e année à Sciences Po Le Havre, dans le cycle Océan également, et je suis spécialisée pour ma part en droit et en politique internationale. Et également, du coup, je suis dans cet uniforme parce que je fais la préparation militaire marine nationale du Havre avec Agnès. Et pour ma part, j'ai également décidé de m'engager dans la marine nationale plus tard. Mais c'est un projet qui s'est concrétisé cette année, mais ça a toujours fait partie de mes aspirations. Pour le coup, l'année prochaine, je pars en école militaire en Suède, à la Swedish Defence University. Donc, encore une fois, c'est une continuation de mes projets. Et voilà, je crois que Agnès a tout dit de toute façon, parce qu'on fait à peu près la même chose. Et j'ai également une question, ça sera pour
Pour Marie-Noël Tchayeb, c'est une question concernant, vous avez parlé d'un comité de féminisation de votre secteur et je voulais savoir quelles étaient les actions concrètes qui vont être mises en place pour ça. Voilà, merci beaucoup. Et donc Anaïs, que nous venons de recruter. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Anaïs de Roubaix, je viens de finir mon cursus en décembre à l'ENSM. J'ai fait 5 ans d'études et je suis maintenant officier polyvalente chez Louis Dreyfus Armateur. Pourquoi j'ai voulu faire ce métier? C'est un peu un hasard aussi, puisque je viens de Lille, donc à la base pas du tout sur la côte. Et c'était un salon des métiers quand j'avais 10 ans. Et un monsieur m'a parlé de la marine marchande et je me dis mais c'est ça que je veux faire et j'ai pas changé d'avis. Et oui, voilà. Et maintenant je suis officier, donc. Et j'avais une question aussi pour Madame Cornu. Est-ce que vous aviez des conseils pour nous, les jeunes officiers femmes, éventuellement pour notre carrière voilà. Merci beaucoup. On vous relance la parole maintenant. Moi? Alors, bon. Donc, vous êtes déjà officier, hein, donc... D'accord. Et vous êtes là, enfin, il y a beaucoup d'hommes à bord ou vous êtes... D'accord, comme ça. Donc ça n'a pas trop évolué non plus. Non, on est 42 à bord et je suis la seule femme. Et ben voilà, bon. Donc voilà, donc niveau un petit peu, voilà, pour commander des hommes, bah oui, en fait, j'ai fait que ça. Là, en tant que pilote, c'est pas commandé, hein, mais disons que j'arrive à bord d'une passerelle et il faut tout de suite se faire accepter et puis que tout le monde suive vos ordres, hein, parce que nous donnons des ordres de machine et de barre. Alors, moi, ça s'est toujours fait naturellement, entre guillemets, et puis je voyais que si j'avais un petit blocage, mais c'était très rare, et j'ai toujours été très diplomate, et c'était plutôt la manière douce, jusqu'à ce que, bien sûr, en général, la manière douce suffisait, et voilà, j'ai toujours été, je concilie... Je suis assez conciliante, effectivement. Il faut quand même certaines qualités pour naviguer et puis s'intégrer justement dans ce milieu masculin et se faire obéir, respecter. Bon, ça c'est toujours, heureusement pour moi, ça s'est toujours passé très bien. Parce que peut-être aussi j'avais une attitude qui ne laissait pas, qui n'était pas ambiguë, on va dire. Voilà. Donc ça s'est toujours bien passé. Mais voilà, oui, il n'y a aucun souci pour commander et donner des ordres à des hommes, hein, comme à des femmes. Hein, d'ailleurs, j'ai navigué 1 ou 2 fois avec d'autres collègues femmes. C'était très rare, mais quand même, ça s'est très bien passé. Voilà, donc manière douce, mais être ferme, très ferme. Et savoir ce qu'on veut. Hein. De toute façon, c'est pareil, hein, c'est très humain. Hein, on se jauge. En plus, on vit les uns avec les autres. Donc, il faut être très, très clair dès le début. Il y avait la question création du comité. Alors effectivement, c'est tout nouveau. J'ai décidé de créer un comité, donc au sein du groupe Synergie dont je vous ai parlé, créer un comité d'experts avec les entreprises, toujours, les services des ressources humaines ou RSE, et d'accélérer la féminisation de la filière maritime. Grand objectif, puisque là, on avait monté des actions, mais en fait, vous avez vu, c'était plutôt l'observatoire, c'est une photographie, les ailes de l'océan, c'est un événement, effectivement, pour attirer les jeunes filles. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de plus? Eh bien, de plus, qu'est-ce que je veux de plus pour cette filière maritime? Mais en fait, je veux la féminiser encore plus. Donc, comment on fait pour se projeter, notamment à l'horizon 2030, pour la féminiser? Et en fait, si le cluster n'agit que pour le compte des entités qui sont membres. Donc, en fait, création de ce comité. Et là, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'était déjà à travers, justement, je vous ai parlé des fiches bonnes pratiques, les thématiques. Là, on va se réunir plusieurs fois pour parler, et je vais laisser la parole aux entreprises, pour parler des bonnes pratiques dans ces thématiques. Donc, on va commencer par le recrutement et la formation. Mais aussi les blocages, d'accord, et les freins que ces entreprises rencontrent dans ces thématiques.
Donc c'est un comité, c'est fermé. Hein. Il y a que les membres du cluster, c'est pas ouvert, on ne parle pas au grand public, on parle entre nous. Mais c'est déjà l'idée, c'est d'échanger sur ces bonnes pratiques et ces freins, ces obstacles. Et puis en même temps, c'est aussi ce que je souhaite faire, c'est les entendre sur est-ce qu'ils ont des objectifs de féminisation. Parce que j'ai constaté qu'il y en a qui ont des objectifs sur l'ensemble de leur effectif, mais certains n'en ont pas. Et certains ont décidé de féminiser une partie de leurs employés, de leurs effectifs. Par exemple, le top 200, OK, on va viser les 30% à tel horizon. D'accord ? Et en fait, voilà, je fais le constat il y a les objectifs, il n'y a pas d'objectifs. Et ceux qui n'en ont pas, je pense qu'ils peuvent être inspirés par ceux qui ont des objectifs. Et l'idée, c'est d'échanger. C'est-à-dire que ceux qui, effectivement, ont pu rencontrer des obstacles sur tel ou tel domaine, bah, peut-être l'autre compagnie a pratiqué autre chose, a fait autre chose, et ça s'est débloqué, donc ça va inspirer l'autre entreprise. Et donc je pense que c'est une dynamique qu'il faut créer pour entraîner l'ensemble des entreprises à justement à accélérer cette féminisation. Voilà l'objectif. Et puis on a aussi, on s'est dit que ça pouvait être intéressant sur peut-être... c'est l'objet aussi du cluster. La mission du cluster, c'est de faire passer des messages auprès des pouvoirs publics, auprès des ministères, auprès des administrations. Donc là, je ne peux pas vous dire lequel aujourd'hui, mais on va réfléchir au sein de ce groupe peut-être à faire passer un message pour aider à féminiser justement la filière maritime. Il y a d'ailleurs un élément qui ressort beaucoup, on parle des métiers d'ingénieur. Il n'y a pas que le secteur maritime qui est concerné, mais le nouveau bac, en fait, et je ne sais pas si vous avez vu, même les polytechniciennes se sont emparées du sujet, là, il y a, je crois, pas plus tard qu'aujourd'hui, pour dire qu'il faut absolument remettre des maths au lycée, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes filles qui, peut-être qui n'aiment pas suffisamment les maths, qui se détournent des maths, mais du coup, qui vont s'empêcher d'aller vers des filières scientifiques, et donc on aura... Alors qu'on veut plus de femmes ingénieures et techniciennes, si dès le lycée, elles se refusent d'aller vers les maths, c'est pas bon. Donc voilà, il y a des choses comme ça où alors justement, nous, tous les métiers du maritime, il y a quand même beaucoup de métiers d'ingénieurs. Donc il ne faut pas faire peur aux jeunes filles au lycée. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais c'est tout nouveau et j'espère vous en parler dans 1 an ou 2 ans pour voir comment ça a évolué. Et surtout, j'espère fixer un objectif de... entre 25 et 30% de taux de féminisation d'ici 2030, en fait. Voilà, c'est l'ambition, en tout cas. Alors maintenant, c'est le moment d'échange avec la salle. Nous n'avons pas de questions en direct par les personnes qui nous suivent, donc c'est à vous de commencer. Et la première question, c'est souvent la plus difficile, mais est-ce que vous auriez une question à poser à l'une, à toutes en même temps, par rapport à tout ce qui a été dit ? Partager un témoignage aussi, une expérience. Je vois qu'il y a, puisqu'apparemment il y a beaucoup de membres de Wista dans la salle, si elles veulent partager. Ah bah, Agnès, encore une question. Oui. J'avais une autre question en fait pour Madame Demaret. Est-ce que vous avez mentionné que les femmes pouvaient apporter un point de vue complémentaire à celui des hommes, notamment dans le secteur maritime, et du coup j'aurais aimé que vous développiez peut-être un peu plus là-dessus. Voilà. Très bonne question. En fait, quand je disais complémentaire, parce que de toute façon, on sait très bien qu'on n'a pas du tout la même façon de réagir. C'est dans ce sens-là que je disais qu'on était effectivement très complémentaires. On ne va pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple comme ça précis. Notre manière de réagir, je vais avoir vraiment du mal à répondre à cette question. Elle n'est pas facile. Tu as le droit à un joker. Hein. On peut faire d'autres questions, le temps de réfléchir. Non, mais c'est vrai que là, c'est dans ce que j'appelais la complémentarité, pardon. C'était surtout par rapport à la façon d'être. C'est surtout ça. Savoir-être. C'est ça, savoir-être. Éventuellement, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont réalisé l'exposition Les Oubliés de la mer, Embregarde, avec un grand soupir. Mais en fait, c'est juste parce que je me dis ça pourrait être intéressant. Je sais que tous les week-ends, il y a quelqu'un de vous qui est là, qui accueille les publics, qui accueille les ressentis. Juste 2 mots sur la façon, justement, les gens ont réagi
par rapport à découvrir ces oubliés de la mer. Ça pourrait être intéressant de savoir un peu comment les gens, le public a réagi peut-être. Du coup, vous pouvez en profiter pour dire ce que c'est. Du coup, peut-être résumer l'exposition. Et donc, c'est dans le cadre de notre année spéciale dans les métiers du livre et du patrimoine. On a dû monter un projet tutoré. Et mon équipe et moi, on est là, Benjamin, Ewan et Zoé. On a voulu faire une exposition qui allie littérature et maritime et de mettre en valeur des femmes dans ces milieux maritimes, qu'elles soient réelles, présentes, comme Madame Anne Culler qui s'y présente, ou qui soient dans notre imaginaire avec des mythes et des légendes, ou en littérature. Et c'était pour répondre à l'invisibilisation que les femmes subissent. Et donc, voilà, c'est ça, je pense, en quelques mots. Et puis, les retours qu'on a eus de l'expo, pour l'instant, c'est souvent des personnes qui ont voulu apporter leur connaissance à l'exposition. Certaines personnes sont venues nous voir en nous disant « moi, je connais telle personne-là ». Voilà, c'était souvent des moments de partage. Puis est-ce que vous avez d'autres choses ? Non. Voilà. En fait, j'ai un peu oublié la question. Désolée. Oh, ils réagissent bien. Ils sont généralement très contents. Puis les gens découvrent beaucoup. Je crois que c'est surtout dans le côté mythe et légende que les gens réagissent parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le mythe de la Vainée écrit comme ça. On n'a pas l'habitude, on ne sait pas généralement, en tout cas, moi je ne savais pas avant que Caribe et Scylla, c'était des femmes avant d'être des monstres. Donc je pense que toutes ces petites réalisations, toutes ces petites vérités qui se dévoilent, ça permet à nous, puis aux autres, de faire un effort et puis regarder, de voir les choses d'un nouvel œil en se demandant est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de cette pierre qu'on a l'habitude qu'elle est là, c'est censé être la vérité, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous ? Voilà. Voilà. Merci. Et comme j'ai le micro, j'ai une question. Je voulais vous demander à chacune si il y avait une femme, alors soit avant d'entrer dans le milieu maritime, soit une fois que vous y êtes, qui vous inspire ou qui a été un modèle, ou en tout cas ou une mentor, ou une personnalité comme ça qui n'a pas besoin d'être célèbre, mais qui vous a renforcé, parce que c'est un milieu masculin, il y a peu de femmes, il faut un peu trouver de sororité quelque part. Est-ce que vous en avez trouvé et sous la forme de quel type de femme ou quelle femme en particulier ? Alors, il y a des grandes figures féminines qui m'ont marquée, comme Coco Chanel, Simone Veil, ça fait partie de mes références, parce que ce sont des femmes entreprenantes qui ont eu un vécu extraordinairement, parfois difficile, mais qui se sont battues et qui ont réussi à faire leur place dans la société et dans l'histoire. Mais là, actuellement, on parle du monde maritime, du monde naval, du monde de la Marine nationale. Donc moi, la femme modèle, vous allez l'entendre dans quelques minutes, c'est Anne Culler. Voilà. Et je l'ai entendue plusieurs fois, évidemment, raconter son parcours. Elle est incroyable. Donc voilà. Donc ça fait partie. Il y en a d'autres, mais voilà, moi Anne, elle est juste incroyable. Alors, tu as cité Simone Veil, en effet. Sinon, dans mon métier, comme il n'y avait pas beaucoup de femmes, je vais dire que c'est moi. Non, et moi, alors là aussi, je connaissais pas le milieu maritime, donc c'est tout simplement certaines femmes de ma famille, tout simplement, notamment, alors ma grand-mère évidemment, ma mère évidemment, et ma marraine, surtout ma marraine qui a beaucoup veillé sur moi, qui était une femme extraordinaire. Elle était couturière, ça n'a rien à voir, mais elle est décédée à 98 ans. Mais voilà, un modèle, c'est une femme qui s'est battue, qui a toujours été autonome, qui s'est battue pour survivre après son divorce. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de divorce. Qui a divorcé parce qu'on lui a quand même donné une gifle. C'était rapide, c'était bien. Donc, vraiment une femme forte et merveilleuse. Voilà. C'était mon modèle. Et toi, Greta ?
Oula, moi j'ai le droit au joker. Ok, allez, je le joue tout de suite et je donne la parole à Anne Kuller qui va du coup nous faire un petit mot de conclusion. Il n'a pas besoin d'être long, mais je pense qu'on a tellement parlé de toi du coup. Oh là là, il va être long. Voilà, merci Anne. Je me mets sur l'emplacement, voilà. Alors merci beaucoup Greta et puis merci à nos 3 intervenantes. J'ai constaté beaucoup de similitudes, je vais vous dire. D'abord 3 mots. Le hasard, parce que moi aussi je suis rentrée dans la marine par hasard, en voyant des femmes habillées avec des uniformes extraordinaires dans un bus. Et puis c'était des femmes de l'armée de l'air, ça aurait pu être des hôtesses d'accueil. Eh ben non, c'était des femmes avec de très beaux uniformes. L'exigence, j'ai retenu ce mot-là, l'exigence et la passion. Et puis également le mentor, donc... Le mentor, pour moi, c'était un homme. Figurez-vous, dans mon métier, c'était un homme. Je n'avais pas de modèle non plus. Et c'était le chef machine de la frégate anti-sous-marine, le premier bateau sur lequel j'embarquais. Et cet homme était un capitaine. Il était lieutenant de vaisseau, donc extrêmement dynamique, chef du groupement machine. Et j'admirais la manière dont il dirigeait son équipe, avec à la fois dynamisme, mais beaucoup de présence et beaucoup d'humanité. Et je me disais vraiment, ouais, moi, c'est comme ça que je veux être. Donc, vous voyez, c'était un homme. Alors, pour parler de cette table ronde qui a été très, très enrichissante et très éclairante, moi, j'ai retenu 3 choses. D'abord, des constats. Et le premier constat, c'est que, oui, nous sommes en pleine croissance bleue et que de nombreux métiers s'ouvrent, des métiers divers, variés, nouveaux, porteurs d'avenir. Et d'ailleurs, je vais retenir aussi la phrase de Marie-Noël, que les femmes sont quand même très fortes dans la conciliation. Et pourquoi pas la conciliation de l'économie et de l'écologie. Je pense que ça pourrait faire un très beau slogan. Donc, alors que nous sommes donc en pleine croissance bleue, que les métiers sont divers et variés, il y a néanmoins des métiers en tension, et donc on manque de femmes. Alors tout ça fait dire, alors que l'on manque de femmes, alors que les mentalités ont évolué depuis une trentaine d'années, alors que l'on peut changer de métier dans toutes ces filières-là, donc beaucoup de flexibilité, alors que nous sommes dans des métiers qui sont porteurs de valeurs, alors que les possibilités sont énormes en termes de variété, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on manque de femmes formées. Et actuellement, le taux de féminisation reste à 21%, ce qui, comme dans la Marine nationale, nous sommes à 15%, et on veut faire mieux, on veut faire plus, on veut aller jusqu'à aussi 25%, 30%. Voilà le premier constat, ce qui m'amène à dire qu'il faut changer les choses, c'est ce que vous avez dit, et il faut avant tout donner envie. Et comment donne-t-on envie? Eh bien, on communique. Et donc, pour communiquer, moi j'ai retenu quelques exemples, bien sûr les ailes de l'océan, auquel j'ai participé à la première édition en 2018. Les podcasts, j'ai noté Women of the Seas, le podcast, le Forum des métiers de la mer, et puis un salon Synergie au Havre qui devrait se dérouler cette année, c'est ce que j'ai compris. Donc communiquons pour lutter contre la méconnaissance des femmes, des jeunes filles sur ces métiers de la mer. Et puis également, un autre axe également, qui est quand même de continuer à travailler sur l'égalité professionnelle au sens large. Et ça, c'est un travail qui est mené par le cluster maritime notamment, avec des groupes de travail. Et là, on travaille sur le développement des bonnes pratiques et on s'interroge sur les freins. Quels sont les freins actuellement dans les entreprises du maritime qui empêchent les femmes de progresser dans ce milieu-là? Donc, communication et également développement des bonnes pratiques. Et je rappelle également que l'égalité professionnelle, dans le monde maritime comme dans le monde professionnel au sens large, c'est également la marque employeur qui est derrière tout ça. Et donc, c'est quand même très important. Et puis, je terminerai bien sûr sur les femmes, puisqu'on a parlé des femmes. Alors, les femmes, voilà, j'ai une liste à la Prévert de toutes nos qualités, toutes les qualités qu'il faut avoir, mais je précise tout de suite, je vais vous dire, hein, ce sont des qualités, hommes et femmes, on les a. Alors, j'ai noté le côté leader, bien sûr, Aïcha, il faut avoir ce côté leadership, etc. Le goût pour la variété, pour la curiosité, l'ouverture d'esprit, savoir saisir les opportunités, le goût pour les relations humaines, bien sûr, la connaissance de l'anglais. Yes, of course. Le sens de l'humour, hein, je n'ai pas noté le sens de l'humour. Moi, je le rajoute, un petit peu de sens de l'humour, ça ne fait pas de mal, de la diplomatie.
de la rigueur, et puis l'envie d'apprendre, et puis l'envie de progresser dans ce monde-là. Donc voilà, c'est un petit peu une liste à la Prévert, mais voilà, j'espère avoir résumé un petit peu tout ce qui s'est dit. Sur le volet formation, Greta a bien sûr développé ce qui se fait au Havre, et vous avez vu la grande variété des formations. Donc voilà, j'ai terminé, et je me réjouis en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer et d'avoir été la marraine de cette belle exposition Les oubliés EES de la mer.